Pour vous présenter aujourd'hui des nouvelles mesures de soutien aux indépendants et aux jeunes entreprises pour près de 18 millions, décision que le Conseil d'État a pris hier. Aujourd'hui, on le fait en présence de Madame Gilberte Gère, qui est présidente de l'USPI, en présence de Monsieur Pierre Moron, président de l'ASLOCA, en présence aussi du directeur de la promotion économique, Thierry Kratiger, et puis du conseiller économique et responsable du service du logement, M. Pascal Kratinger. Bienvenue à tout le monde. Je rappellerai donc en préambule que la priorité du gouvernement fribourgeois est, et puis restera aussi, la santé des fribourgeoises et des fribourgeois, mais bien évidemment, il s'agit aussi de soutenir une économie désormais en confinement et qui subit un coup de frein terrible. En particulier d'ailleurs les indépendants, les jeunes entreprises et les PME, directement ou indirectement impactés évidemment par cette Krise. Seit Beginn dieser Krise sind beim Amt für den Arbeitsmarkt jetzt 6.300 Gesuche Kurzarbeitsentschädigungen eingegangen. Normalerweise, wie gesagt, sind es etwa 30 pro Jahr. Die öffentliche Arbeitslosenkasse zahlt inzwischen weit über 1 Million Franken pro Tag an Kurzarbeitsentschädigungen aus. Damit es zu keinen unnötigen Verzögerungen kommt, ist es natürlich wichtig, dass die Gesuchsteller auf die Vollständigkeit ihrer Dossiers achten. Ich möchte hier mit dazu aufrufen. Knapp 50.000 Personen sind im Kanton Freiburg in Kurzarbeit. Das ist nicht weniger als ein Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung. Außerdem wurden bisher 5.500 Gesuche um Erwerbsausfallentschädigung gestellt und ihre Zahl nimmt weiterhin deutlich zu, auch seit der Bund die Maßnahmen auf die indirekt betroffenen selbstständig Erwerbenden ausgeweitet hat. Außerdem, Sie haben es auch bereits gehört, ist die Zahl der Stellensuchenden sprunghaft auf jetzt 9.200 Personen angestiegen. Tout cela, mesdames et messieurs, c'est du jamais vu dans notre canton. Notre économie est très durement touchée. Des secteurs entiers sont sinistrés, tourisme, loisirs, restauration, événementiel, services ou construction, et autres évidemment, et tous cherchent à voir le bout du tunnel. La première lueur est apparue avec l'amorce d'un plan de déconfinement à partir du 27 avril prochain, mais vous le savez bien, il est toujours très difficile d'évaluer la distance à parcourir dans un tunnel. D'autant que les prévisions macroéconomiques de court et aussi moyen terme sont inquiétantes. Autre sujet de préoccupation, la Suisse gagne 1 franc sur 2 à l'étranger. Donc le redémarrage de notre économie est donc tributaire du redémarrage de celle de nos voisins. Ce redémarrage se fera d'ailleurs de manière progressive, en fonction aussi de la situation sanitaire bien sûr, mais aussi par manque d'approvisionnement ou de débouchés dans un premier temps, et en attendant évidemment aussi la reprise de la demande des consommateurs. En termes économiques, l'urgence pour nous est donc de préserver les structures et les emplois afin de permettre à notre économie de pouvoir rebondir le mieux possible le moment venu. C'est le sens des mesures d'aide décidées par le Conseil d'État qui agit subsidiairement à la Confédération. Je rappelle aussi que la Confédération agit de manière vigoureuse, à la fois en matière de chômage partiel, d'allocation perte de gains, et puis finalement, évidemment, aussi des crédits cautionnés. Récemment, le Conseil fédéral a encore débloqué une enveloppe de 1,3 milliard de francs pour donner d'accès à l'allocation pour perte de gains aux indépendants indirectement touchés par la crise. Les discussions, évidemment, entre les cantons et la Confédération ont donc payé sur ce point. Et puis une prochaine rencontre entre le conseiller fédéral Parmelin et la CDEP est d'ailleurs déjà prévue pour aborder d'autres questions d'ici peu. Sehr geehrte Damen und Herren, zur Erinnerung, der Staat hat vor einem Monat einen ersten Globalbetrag von 50 Millionen Franken für Soforthilfen beschlossen. Von diesem Betrag hat er bereits folgende Mittel bereitgestellt. Es sind dies 4,7 Millionen Franken für die Kultur,
2,4 Millionen Franken für steuerliche Entlastungen und 6 Millionen Franken für den Tourismus. Heute präsentieren wir Ihnen ein weiteres umfangreiches Maßnahmenpaket, das sich aus 2 Teilen zusammensetzt. Le premier axe, c'est les baux commerciaux. Vous savez que de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes en raison donc des décisions prises au niveau fédéral afin évidemment d'endiguer la propagation du Covid-19. Pour le seul canton de Fribourg, il s'agit de près de 4000 entités économiques. À ce chiffre, évidemment, il est nécessaire de rajouter toutes les entreprises dont l'activité a été impactée de manière plus ou moins forte via une baisse de leur chiffre d'affaires. La mesure que nous mettons en place vise donc à diminuer les charges fixes de ces entités économiques, en particulier des indépendants, en permettant aux locataires de bénéficier en gros de 2 mois de loyer gratuit hors charge. Comment ? L'État payera donc 1 mois de loyer pour autant que le propriétaire renonce à en encaisser un. Une enveloppe donc de 12 millions de francs est réservée pour cette mesure. Le chef du service du logement, Pascal Kratinger, vous donnera tous les détails dans un instant. Je voudrais toutefois relever que cette mesure a été élaborée en concertation avec l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, l'USPI Fribourg, donc avec l'ASLOCA Fribourg et la Chambre fribourgeoise immobilière. Je tiens donc à les remercier pour leur soutien éclairé. Je me réjouis de constater que ce type de partenariat public-privé fonctionne très bien dans notre canton, comme nous avons aussi pu le constater à maintes reprises et récemment aussi avec l'Observatoire du logement qu'on a mis en place ensemble. Je voudrais aussi souligner que pour cette mesure, un plafond d'aide supérieur a été prévu pour les établissements publics de type restaurant, donc ça sera 3 500 francs au lieu de 2 500 francs par locataire. Vous le savez, mesdames et messieurs, les restaurateurs sont en effet dans une situation, comme beaucoup d'autres aussi, mais intenable, du fait de l'arrêt complet de leur activité et pour une durée, hélas, encore incertaine, alors que les charges fixes ne diminuent pas. Je pense que cette mesure apporte une vraie réponse à leurs difficultés. Je viens maintenant aussi au deuxième axe, donc c'est un soutien et conseil aux jeunes entreprises. 3 mesures sont mises en place. Tout d'abord, des crédits garantis par le canton pour les jeunes entreprises qui viennent donc, important, en complément des crédits cautionnés par la Confédération. Donc ces prêts sont destinés aux jeunes entreprises du canton de Fribourg qui n'ont pas ou pas suffisamment accès aux crédits fédéraux. Je vous rappelle qu'ils sont limités à 10% du chiffre d'affaires. Donc ils ont pour but aussi là de fournir des liquidités aux jeunes entreprises afin qu'elles puissent poursuivre les activités et puis aussi prévenir les emplois. Le Conseil d'État réserve donc une enveloppe de 5 millions de francs à cet effet. Zweite Maßnahme, das sind unentgeltliches Beratungs- und Coaching-Angebot. Diese Maßnahme ermöglicht es den Unternehmen, die dies wünschen natürlich, aber allen Unternehmen, unentgeltlich sich beraten zu lassen oder auch gecoacht zu werden. Ziel ist es, die Unternehmen auf die Zeit nach dem Covid vorzubereiten, beispielsweise mit Projekten im Bereich der Digitalisierung oder auch der Versorgungsketten. Enfin, une prise en charge des cotisations au cluster de Fribourg. Pour 2020, donc le canton de Fribourg prendra partiellement en charge les cotisations de toutes les entreprises au cluster du canton de Fribourg. L'objectif de cette prise en charge des coûts est de garantir évidemment que ces clusters du canton conservent leur substance et maintiennent aussi leurs services pour les entreprises. Le coût de ces 2 mesures a été estimé à environ 600 000 francs. Et puis c'est le directeur de la promotion économique, Thierry Kratiger, va vous donner des précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, c'est une enveloppe donc de 18 millions de francs supplémentaires qui est aujourd'hui débloquée pour soutenir notre économie par le Conseil d'État, pour un montant total de 31 millions de francs engagés depuis donc le début de cette crise. L'objectif du Conseil d'État est toujours le même, préserver nos emplois, maintenir nos entreprises à flot pour leur permettre de rebondir le moment venu. Le gouvernement poursuit bien entendu l'examen d'autres pistes d'aide à l'économie, en concertation toujours avec les professionnels de différentes branches. Le but est de mettre en place des mesures simples, des mesures efficaces, en s'appuyant sur des structures existantes pour répondre aux besoins d'urgence du plus grand nombre d'entreprises possible.
pas toujours évident, mais je pense que jusqu'à présent, on a toujours trouvé les bonnes solutions. Nous allons aussi progressivement passer des mesures d'urgence à des mesures de relance, en fonction évidemment de l'évolution de la situation. Et puis avec ça, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole au directeur de la promotion économique, M. Thierry Kratiger. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ich denke, meine Damen und Herren, ich denke, zurzeit unsere Arbeit bei der Wirtschaftsförderung ist diejenige eines Lückenfängers. Also wir sind auf der Suche nach Lücken, die es im System gibt und im Zusammenhang mit dem großzügigen Maßnahmenpaket, das vom Bund entschieden worden ist, es ist immer die Frage, ist da ein Haken, fehlt irgendetwas, das auch unsere Unternehmen unterstützen könnte. Und es ist ganz klar, wir befinden uns in einem hoch volatilen und auch beweglichen Umfeld. Also es ändert sich jeden Tag und das heißt auch, dass die Maßnahmen, die wir entscheiden, heute können auch morgen eine andere Form nehmen. Also es ist so, dass die Dynamik ist sehr, sehr stark. Peut-être en termes de mesures telles qu'elles ont été décidées, elles font partie d'une première enveloppe qui a été décidée par le Conseil d'État. Donc les mesures que je vais maintenant vous expliciter sont des mesures qui couvrent un montant de 5 612 500 francs en tout et pour toutes. Il s'agit d'un cautionnement cantonal pour les startups. Alors une des chose que nous avons remarqué dans la recherche des failles du paquet de mesures qui a été mis en place par la Confédération a été que les startups, les jeunes pousses innovantes n'ont pas accès aux prêts cautionnés de la même façon que des entreprises qui ont un existant, qui ont un chiffre d'affaires peuvent le faire. Pour rappel, les mesures fédérales permettent d'allouer 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise en un prêt qui est cautionné par l'État. Et la mesure que nous allons mettre en place, qui permet de débloquer un montant de 5 millions de francs pour des entreprises jeunes à caractère innovant, qui sont des startups, et le calcul s'effectuera sur la base de leur chiffre d'affaires projeté. Ce sont typiquement des entreprises qui ont peu de chiffre d'affaires actuellement, et si on prend ces 10%, c'est un montant dérisoire pour eux. Par contre, elles sont en train de monter leur business, en train de monter leur affaire, et quelque part, la nécessité de notre côté est de pouvoir les soutenir dans ce qu'on appelle dans le domaine des startups la traversée du désert, et elle est rendue encore plus difficile par le contexte du Covid. Ce sont typiquement aussi des entreprises qui sont suivies par FreeUp, qui est l'agence de suivi des entreprises innovantes du canton de Fribourg. L'autre élément qu'il y a, qui lui par contre a un caractère plus large, vous le remarquerez après au niveau des mesures qui ont été faites au niveau des baux, elles ont un caractère large dans le sens où elles touchent l'ensemble de l'économie. Les mesures qui ont été décidées au niveau de contribution à fonds perdus dans le domaine du conseil et du coaching ont aussi un caractère très large. Elles permettent à toutes les entreprises, je dirais ça s'adresse à des entreprises qui sont moins jeunes, qui n'ont pas le caractère de start-up, qui n'ont pas été suivies par FreeUp ces derniers temps. Ça permet à ces entreprises d'accéder à un coach. Et là, il y a un système qui existe et qui a été mis en place qui s'appelle le coaching platine. Donc nous avons une dizaine de coachs qui sont à disposition et qui ont pour mission de soutenir des entreprises dans un processus de réflexion. Actuellement, on trouve dans une situation où les modèles d'affaires sont bouleversés, les chaînes d'approvisionnement sont également bouleversées, et c'est le moment de réfléchir à quel est mon modèle d'affaires, est-ce que j'ai la bonne chaîne de logistique, est-ce que je ne peux pas digitaliser certains processus. Et là, nous avons offert, ou nous offrons aux entreprises qui le souhaitent, un coaching qui est de l'ordre de 2 séances de 2 heures qui se fait de manière virtuelle, donc ça se fera à distance, et ça permet d'élaborer ces différentes pistes. Donc là, nous avons débloqué un montant d'un demi-million pour ces entreprises. C'est une mesure qui est aussi limitée dans le temps. Elle sera sur une période de 6 mois dès aujourd'hui. Et finalement, le troisième élément
que je tiens à relever est le fait que le canton de Fribourg dispose dans son paysage industriel et économique de 3 clusters de renom qui ont une réputation qui va au-delà des frontières cantonales. Donc c'est un cluster lié au plastique, un autre à l'alimentaire et la nutrition, et le troisième, le dernier, est le cluster lié au bâtiment. Et ces 3 clusters sont formés de membres, ce sont des entreprises, et nous souhaitons soulager les entreprises de leurs cotisations à ces clusters. Donc là, le canton prendra 75% des cotisations de ces entreprises à sa charge. Ich denke, mit diesen verschiedenen Maßnahmen erreichen wir das einen ersten Schritt, aber das ist auch ein starkes Zeichen für die Wirtschaft, dass wir auch für die Wirtschaft da sind, dass wir uns um verschiedenen Segmenten kümmern, aber auch über das Gesamte, also dass es Wege gibt, Möglichkeiten gibt für Unternehmungen zurzeit auch Unterstützung zu bekommen, um sich zu positionieren für die Zeit nach dem Covid. Besten Dank. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je donne maintenant la parole à Monsieur Pascal Kratinger qui nous présentera donc les mesures au niveau de la prise en charge du loyer, voire du fermage des locaux commerciaux. Merci, Monsieur le Conseil d'État. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La question de la prise en charge des baux commerciaux est, je crois, sur toutes les langues depuis, on peut le dire, depuis le 17 mars. Ce qui s'est passé, c'est que le Conseil fédéral Parmelin a mis en place une task force en date du 24 mars, task force qui rassemblait les milieux de l'immobilier, les cantons, diverses associations, les banques. Il y a eu 4 séances qui se sont faites dans un temps relativement court pour arriver à un certain résultat qui était de dire qu'il faut que les bailleurs et les locataires trouvent des solutions ensemble. Fort de ce résultat que certains auraient attendu bien meilleur, l'État de Fribourg a décidé d'appuyer les locataires et les bailleurs en mettant une mesure estimée, comme l'a dit le conseiller d'État Curti, à 12 millions de francs. Le but étant de pouvoir faire bénéficier un nombre important d'entreprises dans le canton de Fribourg. Le principe du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers revient en fait à dire que quelque part l'État de Fribourg paye un mois de loyer pour autant, premièrement, que le locataire le demande, ça c'est le départ de la mesure, et deuxièmement, que le propriétaire soit d'accord. Le mécanisme, enfin le mécano qui est mis en place est relativement simple. Le locataire remplit un formulaire où il estime, lui, être lésé, où il explique être lésé, en fait, par la crise du Covid-19. Sur cette base-là, ce formulaire est envoyé à sa régie. La régie l'envoie à son propriétaire qui décide si oui ou non il est d'accord d'exonérer son locataire pour 1 mois de loyer. Sur la base de l'acceptation du propriétaire, l'État de Fribourg paye le 3e mois de loyer. Donc ça commence effectivement, et je crois que c'est important de le dire, par une démarche civique, tout d'abord du locataire, qui va dire est-ce que je suis éligible, est-ce que je m'estime éligible. Ensuite, la démarche civique continue du côté du propriétaire à dire est-ce que j'estime aussi que mon locataire a été impacté. On peut imaginer qu'un propriétaire qui loue des pharmacies ne va pas forcément accepter le principe, partant du principe que les pharmacies ont justement été ouvertes tout le long ou autres magasins d'alimentation. Au niveau des montants, il a été fixé un montant d'aide de l'État à 2500 francs. Ça signifie en fait que pour toutes les personnes qui auraient un loyer en dessous de 2500 francs, le propriétaire qui consent à la réduction du loyer, évidemment s'il y a un loyer de 1000 francs, on ne va pas verser 2500 francs, on se comprend bien. Pour tous ces montants inférieurs à 2500 francs, l'État prend en charge le montant du loyer. Maintenant, s'il y a un montant plus haut que 2500 francs, et c'est là que le modèle fribourgeois diffère aussi d'autres modèles, notamment genevois, le propriétaire, respectivement l'État, peuvent également verser un montant, mais jusqu'à concurrence de 2500 francs. Donc, typiquement, si vous avez quelqu'un qui a un loyer de 4000 francs, on invite le propriétaire à surseoir au loyer de 4000 francs, mais quelque part, l'aide de l'État se fera à partir du moment où le propriétaire paye ses 2500 francs. Au niveau des seuils, on a limité l'accès à cette mesure en prenant en comparaison le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les entités économiques
qui réalisent un chiffre d'affaires jusqu'à 500 000 francs sont éligibles. Du côté des établissements publics, on a porté la limite du chiffre d'affaires à un montant d'1 million, partant du principe que le loyer des établissements publics est la plupart du temps déterminé en fonction du chiffre d'affaires qui est réalisé. Concernant maintenant les établissements publics, donc c'est effectivement un deuxième avantage, à voir comment est-ce qu'on veut l'interpréter, mais les établissements publics reçoivent de la part du propriétaire, respectivement de l'État, non pas un montant de 2 500 francs, mais un montant de 3 500 francs. On a décidé une troisième mesure qui s'adresse en fait à tous les indépendants ou toutes les entités économiques dont l'activité principale se déroule à domicile. Je prends l'exemple d'une personne qui utiliserait une pièce dans son appartement, ou quelqu'un qui aurait son activité principale dans l'appartement. Pour ces personnes-là, un montant forfaitaire de 500 francs est alloué, pour autant bien sûr que le locataire fasse la demande et que le propriétaire valide cet élément-là. Par ce biais-là, on espère toucher une population relativement importante en matière d'entités économiques. Je tiens également à souligner la très bonne collaboration qu'on a eue avec l'USPI, la CFI, respectivement l'ASLOCA. Ces trois associations se sont aussi mises à disposition pour donner leur appui quant à la mise en place de la mesure et respectivement à tous les éléments administratifs. C'est particulièrement important au niveau de l'USPI, puisque en fait, les demandes des locataires vont transiter par les régies, et c'est les régies qui vont directement envoyer à l'État de Fribourg les factures globales pour paiement. Donc il y a un travail administratif conséquent qui va être effectué par les membres de l'USPI, également par les propriétaires aussi s'ils ne louent pas des locaux au travers des régies. Mais ça donne un côté administratif et une collaboration. Le Conseil d'État Curti a parlé du partenariat public-privé, mais qui se confirme très bien. Toutes les informations complémentaires que vous pouvez avoir se trouvent d'ores et déjà maintenant sur le site de la promotion économique. Le numéro de téléphone de la hotline entreprise sera aussi utilisé pour répondre à ces questions-là. Ou bien alors envoyer les demandes à promfr@fr.ch. Je vous remercie. Merci beaucoup à Pascal Kratinger, et puis je m'associe évidemment aux remerciements à nos deux partenaires, et puis j'ai maintenant l'énorme plaisir de leur donner aussi la parole, d'abord à Madame Gilbert Scher, donc présidente de l'USPI, et puis après tout de suite à Monsieur Pierre Morand, le président de l'OSLACOA. Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, il est vrai qu'à la suite des fermetures de leurs établissements, les commerces de détail non alimentaires et les restaurateurs enregistrent un manque à gagner insupportable. La cascade s'enchaîne. Des employés au chômage complet, au chômage partiel, des factures impayées, notamment celles des loyers. L'État de Fribourg, l'USPI Fribourg, la CFI et l'ASLOCA Fribourg s'unissent pour soulager les locataires et propriétaires des locaux commerciaux. Bon nombre de facteurs, mesdames et messieurs, contribuent au fonctionnement d'une économie. Une quantité impressionnante d'acteurs en dépendent ou sont directement, voire indirectement concernés par la bonne marche d'une économie. Tel est le cas pour les bailleurs, propriétaires, agences immobilières s'occupant de locaux commerciaux et étant liés aux petits et grands commerces par des baux à loyer. Depuis plus de 5 ans, le taux de vacances augmente concernant les surfaces commerciales. Certes, les loyers ont diminué, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ce secteur est particulièrement complexe sur le marché de l'immobilier. Et je crains d'ailleurs personnellement pour l'avenir de la situation, car elle ne risque pas de s'améliorer à court terme. In der gegenwärtigen Situation, bedingt durch die Folgen von Covid-19, finden sich gewisse kleine Nicht-Lebensmittelgeschäfte ohne Einnahmen, über Nacht ohne Mittel und ohne Vorbereitung, mit einer solchen Situation fertig zu werden. Hingegen verschwinden die finanziellen Belastungen nicht und die Geschäftsmieten bleiben fällig. Der Vermieter ist nicht verantwortlich für eine Pandemie und noch weniger für die Folgen, die durch dieses Virus verursacht werden.
Die Vermeidung von Konkursen liegt sowohl im Interesse der betroffenen Mieter als auch der Vermieter. Für den Vermieter sind einerseits unbezahlte Mieten und leerstehende Räumlichkeiten nicht zu seinem Vorteil. Und auf der anderen Seite, wenn in den Budgetinvestitionen für größere Renovierungsarbeiten an einem Gebäude geplant sind, wird der Vermieter schließlich diese Arbeiten aufgeben. Denn auch ihm wird das Geld ausgehen. Darunter werden die Bauunternehmen leiden und die Folgen zu spüren bekommen. Die Kaskade geht weiter. Und für den Mieter sind die Zahlungsbefehle, Betreibungen und Konkurse ein unverdienter Misserfolg. Pour ces différentes raisons, des mesures d'urgence devaient être mises en place pour soulager tous les acteurs de l'immobilier. En Suisse, le manque à gagner des commerces concernés est d'environ 1 milliard du chiffre d'affaires par semaine, mesdames et messieurs. Dans le canton de Fribourg, pas loin de 4000 entités, l'a dit M. Curti, économiques ont dû fermer leurs portes, sans compter celles qui enregistrent une diminution importante de leur chiffre d'affaires. Certes, certains propriétaires ont pu accorder des facilités de paiement ou des diminutions de loyer à leurs locataires commerciaux, mais pour d'autres, cela est difficile, voire impossible. L'État de Fribourg, en collaboration avec l'USPI Fribourg, la CFI et l'ASLOCA, met en place un système soulageant les acteurs concernés basé sur cette répartition un tiers, un tiers, un tiers, comme l'a dit M. Krattinger. L'État prend en charge un mois de loyer net, le locataire s'acquitte d'un mois de loyer net et le propriétaire renonce à encaisser un mois de loyer net. Le système n'est pas contraignant puisque le locataire durement touché par les conséquences de la pandémie, pour autant qu'il remplisse les critères concernant le chiffre d'affaires qui ne devra pas excéder 500 000 francs pour les petits commerces et 1 million de francs pour les établissements publics, le locataire peut faire une demande à son bailleur et ce dernier est libre de l'accepter ou de la refuser. Le montant est limité à 2 500 francs pour les commerces et à 3 500 francs pour les établissements publics, car ces chiffres correspondent mieux aux chiffres pratiqués, aux loyers pratiqués actuellement dans le canton de Fribourg, payés par les petits commerçants et artisans. Quant aux acteurs économiques exerçant leur activité principale à domicile, comme l'a dit M. Krattinger, ils peuvent bénéficier d'un forfait de 500 francs de l'État sur présentation de l'attestation de l'autorité fiscale et pour autant que le propriétaire effectue le même versement. Ich bin der Auffassung, dass es wichtig ist, dass diese Informationen von den Medien möglichst breit kommuniziert werden. Es ist notwendig, da alle Betroffenen in unserem Kanton zu erreichen. Die USPI Fribourg verschickt allen ihren Mitgliedern diese Informationen, die sie dann an ihrem Vermieter und Mieter weiterleiten werden. Es ist jedoch entscheidend, dass diese Informationsverteilung viel breiter vernommen wird. Vielen Dank, dass Sie dies berücksichtigen. Mesdames et messieurs les représentants des médias, vous êtes notre 5e partenaire. Il est capital de diffuser un maximum et de manière précise, si possible, tout ce qui vient d'être dit dans cette conférence de presse, de façon à informer les petits commerçants qui sont touchés par la crise du Covid-19 qu'ils peuvent entreprendre des démarches pour soulager leur budget, notamment au niveau des loyers des locaux commerciaux. L'USPI Fribourg, en collaboration avec l'Office du logement, sont les initiateurs de ces démarches. Je salue l'excellent travail et investissement de M. Pascal Krattinger. Je remercie chaleureusement notre conseiller d'État responsable de la DEE, M. Olivier Curti, pour son agréable et efficace collaboration. Je remercie également la Chambre fribourgeoise immobilière et l'ASLOCA Fribourg d'avoir adhéré à cette proposition.
Merci de votre attention. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, je vous souhaite également un cordial bonjour. Comme l'a dit M. Krattinger, effectivement, depuis le 17 mars, le monde s'est un peu arrêté, le monde économique. On a vu un problème qui a surgi très rapidement, c'était celui des loyers commerciaux pour les commerces qui ne pouvaient plus fonctionner. Au niveau fédéral, une task force a été immédiatement constituée. À ma connaissance, à l'heure où je vous parle, elle s'est réunie à 4 reprises et il n'y a pas eu de solution concrète proposée. Elle n'est pas dissoute, elle va peut-être continuer à se voir, mais à l'issue de ces 4 séances, le Conseil fédéral a demandé aux partenaires, donc propriétaires, bailleurs et locataires, ainsi qu'aux cantons, d'être créatifs et de trouver des solutions. À l'heure actuelle, d'après encore les informations que j'ai, je félicite le Conseil d'État du canton de Fribourg, notamment M. Curti, qui d'un point de vue politique a pu faire passer ce projet, puisqu'il est, à l'heure où je vous parle, le 4e projet reçu en Suisse après Genève, Vaud et Bâle-Ville. Sur 26 cantons, je salue cette vitesse d'action et M. Krattinger, en off, m'a dit que cette solution fribourgeoise était pensée même avant la solution genevoise du 6 avril et je veux bien le croire tant elle est aujourd'hui formalisée et mise sur pied. Vous savez, nous avions au début de cette crise des problèmes. Les avis de droit des locataires disaient « aucun loyer n'est dû ». Les avis de droit des propriétaires disaient « tous les loyers sont dus, ce n'est pas un défaut de la chose louée ». Ça aurait donné des procès dont ni les propriétaires ni les locataires ne veulent. Savoir en 2022, 23 ou 24 qui aura raison et encore sur quel point, parce qu'à chaque commerce il y a ses particularités, ça n'intéresse personne. On s'est donc mis autour de la table et une solution a été proposée. Point de vue politique, M. Curti, je l'en ai déjà remercié. M. Krattinger en fut la cheville ouvrière, qui a vu également ce qui se dessinait au niveau fédéral et pour lequel on est prêt, si jamais une solution fédérale allait se dessiner, à éventuellement soit l'appliquer, soit compléter une autre mesure, mais en tout cas à agir immédiatement. Pourquoi cette solution est excellente? Parce qu'elle permet aux locataires que je représente ici, de ne payer qu'un loyer sur 3. Un loyer sur 3 durant cette période stricte où il y a des mesures, pour l'instant. Ça permet donc aux locataires qui est éligible pour cette mesure, certainement déjà été éligible avant lorsqu'il a reçu les prêts de sa banque garantis par la Confédération et de ne pas prendre dans ce prêt-là 3 montants de loyer à payer au bailleur, mais uniquement un montant. Donc l'effort, lui, est très très important et ça lui permet d'économiser 2 loyers sur 3. Le bailleur, me direz-vous, eh bien le bailleur, lui, dans cette histoire, il fait aussi un effort, mais il va encaisser 2 loyers sur 3. Donc ses intérêts sont également préservés. Et en fin de compte, l'État joue parfaitement son rôle qui est de mettre de l'huile dans les rouages et d'intervenir quand l'économie ne va plus et payera ce 3e loyer dès le moment où toutes les conditions sont réunies. Nous avons maintenant, à mon avis, 4 points principaux à observer. Le premier, c'est l'information. Madame Gilbertier l'a dit, et je l'en remercie. Vous jouerez un rôle essentiel, 5e partenaire, elle a utilisé comme terme, pour diffuser cette information. Je sais que l'USPI et la CFI le feront auprès de ses membres, nous le ferons également auprès de tous nos membres. Nos 8000 membres à ce local, ce ne sont pas tous des locataires commerciaux, mais dès que l'information est donnée, on veut que ça passe par tous les réseaux pour qu'il y ait un maximum de personnes touchées. Deuxième point, c'est la réflexion. Vous avez entendu M. Krattinger qui a expliqué aussi, suivant le type de commerce, est-ce que c'est judicieux ou pas? Il a donné l'exemple des pharmacies, on peut donner l'exemple de Migros ou de Coop. On voit mal le locataire faire la demande. Les gens doivent ensuite réfléchir pour savoir s'ils veulent ou pas introduire cette demande. Nous allons, nous, vu que le locataire est initiateur de la mesure, fortement les inciter à le faire. Troisièmement, c'est la mise en œuvre. Là, on va retomber auprès de M. Krattinger, puisqu'on espère et on compte, d'après ce que j'ai entendu, ce sera déjà fait, qu'il y ait
quelque chose de très facilité, des formulaires préétablis avec, si possible, une absence de bureaucratie ou de difficulté pour remplir ceci. Et je fais totalement confiance à M. Krattinger, respectivement à l'ADE, de M. Curti, pour faciliter tout ceci et que ça aille relativement rapidement. Puis, quatrièmement, ce sera la mesure des dégâts, respectivement des non-dégâts causés grâce à cette mesure, pour voir si nous avons pu, locataires, bailleurs et État, essayer de stopper cette hémorragie et faire en sorte que ça puisse fonctionner normalement. J'ai envie de dire que nous avons démontré ici une solution compacte, une solution sous l'égide du Conseil d'État avec les partenaires qui s'entendent, et j'en suis très très heureux. Vous voyez ici les loyers, nous nous sommes entendus également avec Madame Cher également sur d'autres points, ça peut concerner les déménagements, ça concerne encore d'autres éléments. Si nous avons un partenariat social qui fonctionne, à l'heure actuelle, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à ce canton, et j'en suis très très fier d'en faire partie prenante, parce que c'est que comme ça qu'on va résoudre uniquement les problèmes, j'ai envie de dire, de la très très grande majorité des gens. Il y aura toujours des exceptions, mais ce qu'on veut, c'est résoudre les problèmes de la grande majorité, et je remercie ainsi tous les acteurs concernés. J'ai terminé. Merci infiniment à toutes les intervenants. Et puis, on répond maintenant volontiers à vos questions, mesdames et messieurs. Ja. Herr Mocha hat gerade gesagt, man wolle so viele Leute wie möglich erreichen, einer Mehrheit das Leben erleichtern. Sie sprechen hier von 3.874 Wirtschaftseinheiten. Wie viele von denen haben einen Umsatz von weniger als 1 Million? Je me permets de répondre en français parce que mon allemand est un peu fracassant, on va dire. Alors, on n'a pas d'estimation exacte des montants. Ce qu'on a comme paramètre, c'est qu'au niveau des restaurants, le chiffre d'affaires moyen est de 600 000 francs. Donc, la décision du Conseil d'État a été justement de prendre un élément de chiffre d'affaires plus haut, de manière à ce qu'on n'ait pas j'oserais presque dire, des laissés pour compte. Si on avait laissé les 500 000 francs typiquement pour les restaurateurs, on aurait mis en place une mesure qui ne s'adressait pas quelque part à la majorité de la clientèle impactée. Donc c'était vraiment le but de pouvoir monter à ce niveau d'1 million. Maintenant, si on parle entre 500 000 et 1 million, on sait qu'il y a 667 ou 663 restaurants dans le canton de Fribourg. Donc ils sont, je dirais, ils sont tous susceptibles de bénéficier effectivement de cet élément qui passe de 500 000 francs à 1 million. Les autres chiffres, je ne les ai pas, mais quelque part, le but de la mesure était principalement de donner un appui aux petites structures économiques, partant aussi du principe qu'une structure économique plus grande a aussi peut-être d'autres moyens de pouvoir discuter avec son bailleur. J'entends si quelqu'un a 20 000 francs de revenus de loyer par mois, c'est clair que pour son propriétaire, si ce locataire venait à partir, c'est aussi une conséquence assez grande. Quelque part, c'était le but d'avoir une mesure qui avait un focus principal sur les petites structures. J'ose continuer. Pourquoi vous n'avez pas travaillé avec Gastro Fribourg aussi? Oui, évidemment, on a travaillé avec Gastro Fribourg, donc il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui après-midi, on aura de nouveau une réunion. Donc évidemment, on s'est beaucoup échangé. Also wir haben uns sehr mit der Gastro Freiburg ausgetauscht und diese Limiten, die wir fixiert haben, also Sie sprechen diese Limite von 1 Million an, die ist eine Limite, die eben genau für die Gastrobetriebe gilt. Und darum haben wir auch 2 Limiten in diesem Gesetz. Eine für die, ordentlichen Unternehmen, die ist bei einer halben Million Umsatz. Und die zweite, 1 Million Umsatz, das ist nur für die Gastrobetriebe. Ja. Im Wissen darum, dass wir eben sehr viele Betriebe haben, die wohl unter 1 Million Umsatz machen bei den Gastrobetrieben. Und warum helfen Sie nicht direkt allen Gastrobetrieben? Ja, weil es wurde gesagt, weil wir vor allem natürlich den Schwächeren, den Kleineren helfen wollten. Und wie das halt wirklich bei jedem Gesetz so ist, man muss früher oder später gewisse Limiten setzen und diese Limiten, die wurden relativ generös gesetzt, also bei 1 Million Franken sind wir ziemlich hoch und ich glaube auch die halbe Million, die wird doch sehr vielen helfen können. Also es geht darum, und ich glaube Pascal Krattinger hat es gesagt, den Kleinen zu helfen, den Unabhängigen, den Selbstständigen zu helfen. Diese Mittel, die wir jetzt zur Verfügung stellen, die wollen wir wirklich dort investieren, aber wir haben es auch gesagt, wir klären natürlich permanent auch andere zusätzliche Hilfsmaßnahmen ab. Oui.
Par rapport aux personnes qui seraient propriétaires d'un espace commercial dont ils exploitent la surface, est-ce que ces propriétaires qui exploitent leur propre surface commerciale rentrent d'une manière ou d'une autre dans ce plan? Non, clairement pas encore. Ça a été discuté tout au début. Encore une fois, voilà, on essaie de toucher le plus de monde possible avec des systèmes simples, efficaces, en se reposant sur des structures existantes. Cette mesure, donc non, elle ne s'applique pas aux propriétaires qui exploitent eux-mêmes cette surface-là. Mais le Conseil d'État, il est d'accord, en tout cas, de poursuivre la réflexion. Encore une fois, c'est une des plusieurs pistes. On a une longue liste avec tout ce qu'on examine encore. Et puis ça, c'est une des pistes qu'on continue à examiner. Voilà, peut-être quelqu'un d'autre veut se prononcer, mais il y a d'autres questions qui se posent. On ne peut pas reposer sur les structures existantes ici présentes, parce qu'il faudrait procéder par une prise en charge d'une partie des taux d'intérêt, tout ça. Donc voilà, il faudrait se reposer sur d'autres partenaires, il faudrait faire d'autres calculs, il faudrait mettre en place toute une autre administration. Plutôt au niveau de la fiscalité que ça interviendra. C'est plutôt au niveau de la fiscalité et de la valeur locative que ça interviendra peut-être dans un deuxième temps. Alors je peux rien dire du tout, mais en tout cas on continue à examiner plusieurs pistes. C'est aussi sur notre liste, excusez-moi. Il y avait François. Oui, juste encore par rapport à ces loyers, je veux être sûr d'avoir bien compris. Je ne suis pas certain d'avoir parfaitement compris. Je prends l'exemple d'un petit commerce qui paye 3 000 francs de loyer par mois. Donc concrètement, il se passe quoi? C'est simple. Il bénéficie pour autant que le bailleur joue le jeu. Si le bailleur joue le jeu. Joue le jeu, donc il bénéficie d'une contribution de 2 500 francs. Pour autant que le premier loyer, c'est lui qui le paye. En plein pot ou pas? Tout à fait, oui. D'accord, donc lui il paye 3 000 francs. Oui. Le deuxième loyer, c'est l'État qui paye 2 500 francs et lui doit payer 500 francs. Juste. Et le troisième loyer? Le troisième loyer, de préférence, en fait, c'est le bailleur. Le propriétaire renonce à ces 3 000 francs, c'est ça? À la totalité, dans le meilleur des cas, s'il renonce à 2 500 francs, on joue aussi le jeu. Donc ça veut dire que l'État payera aussi 2 500 francs. Ah, donc le montant de 2 500, il est aussi le cas échéant pour le propriétaire, pour le bailleur. Je crois qu'il y a un point très important, c'est qu'effectivement, on peut très bien avoir que dans votre cas, un locataire qui est au-dessus des 3 000 francs. La question s'est posée, est-ce qu'on oblige le propriétaire à payer le loyer en plein de 3 000 alors que nous, on fait un effort de 2 500 francs du côté de l'État? La réponse était non. On estime que si le propriétaire fait l'effort minimal que fait l'État, dans ce contexte-là, nous, on est d'accord de jouer le jeu. Donc effectivement, c'est aussi la réflexion qui est faite du côté des professionnels de l'immobilier, c'est d'inciter le propriétaire à exonérer la totalité du montant du loyer si celui-ci est supérieur à 2 500 francs, mais ça n'en fait pas une condition qui ne permettrait pas l'aide de l'État à ce niveau-là. Je me permets aussi d'ajouter que plusieurs professionnels d'immobilier, voire propriétaires, ont déjà fait des gestes en faveur des locataires, notamment pour le mois d'avril, parce que mars, en principe, était déjà payé, puisque chaque locataire, normalement, paye par mois d'avance. Mais le loyer du mois d'avril, je sais qu'il y a des bailleurs, régies ou propriétaires, qui ont fait des gestes, notamment pour des diminutions de loyer, voire des paiements échelonnés, ou éventuellement des loyers impayés. Donc ça, il y a déjà eu de ce côté-là certaines actions de la part des bailleurs. Est-ce qu'il y a un effet il n'y a pas d'effet rétroactif à cette mesure? Elle rentre en vigueur pour le loyer du mois de mai? Tout à fait, donc je confirme. Donc mai, juin, juillet. Mais il y a Pierre Moreau. Oui. Si je peux me permettre concrètement, nous avons eu notamment du côté des locataires plusieurs questions qui étaient posées à la fin mars. Est-ce que je paye ou je ne paye pas? Pour nous, notre conseil était, si vous pouvez payer, vous payez. Si vous ne pouvez pas payer, ne payez pas et écrivez à votre bailleur pour voir la solution. Si, comme c'est souvent le cas, Mme Scherm l'a confirmé, le bailleur et le locataire ont dit, vu qu'il n'y a pas de rentrée, tu ne payes pas et puis on rediscutera de ce qu'il adviendra après. Pour tous ces éléments-là, il appartient maintenant au bailleur et aux locataires concernés, suivant les mesures qui sont prises, de voir si, en fonctionnant comme ceci, ils peuvent rentrer dans ce plan-là et prévoir pour l'avenir. Lorsque le loyer d'avril, par exemple, n'a pas été payé, vous avez souvent
ni un renoncement du bailleur, ni une acceptation du locataire, ni un accord formel entre deux. On a juste le loyer se prescrit par 5 ans. S'il n'y a aucun accord qui intervient, le bailleur peut très bien pendant 4 mois ne rien encaisser et puis venir après 4 mois dire « Écoutez, moi j'aimerais maintenant, comment on fait pour ces 4 mois de loyer à payer ?» Donc tant que la décision est en suspens, les parties peuvent se servir de cet accord et dire « Bon, vu qu'il y a cet accord, on va le mettre en pratique et on prévoit nos mois durant lesquels la mesure va s'appliquer. » Et je ne sais pas si à titre rétroactif ou pas, comme je l'ai compris, mais on décide quels sont les loyers pour lesquels le bailleur renonce, le locataire paye et l'État intervient. Monsieur Krattinger pourra vous apporter les compléments. Alors juste, j'ai aussi bien compris votre question. Si un propriétaire aurait consenti à un abandon du loyer en avril, il est éligible pour la mesure. Pour la mesure à partir d'avril. Oui, oui. D'accord. Typiquement, on ne voulait pas pénaliser non plus ceux qui ont déjà fait un effort par rapport aux autres. Il y aurait eu une discrépance dans le traitement, donc ce n'était pas très cohérent. Et juste par rapport à ça, ça sera reconductible, c'est jusqu'à quelle échéance ça va durer? C'est un one-shot 3 mois. C'est un one-shot 3 mois, ouais. Juste. Qu'est-ce qui assure que les propriétaires, les bailleurs vont jouer le jeu? Finalement, quel est leur intérêt d'accepter de ne pas encaisser un loyer? Oui, non, il peut, mais ça a été très bien répondu, je pense, par M. Morand aussi. L'intérêt, c'est qu'il y a 3 gagnants dans tout ça. Donc, en fait, il y a le bailleur qui a quand même l'assurance de pouvoir toucher deux locations. Il y a le locataire qui doit payer qu'un seul pour y habiter 3 mois. Et puis l'État, on l'a dit tout au début, il essaie d'éviter des faillites et puis aussi des licenciements. Donc, en fait, il y a finalement 3 gagnants, raison pour laquelle, puis l'appel a été fait, on incite beaucoup, raison pour laquelle vous voyez aussi là la présence de nos partenaires, on incite beaucoup aux gens de jouer les jeux, parce que voilà, c'est des moments où il faut être solidaire. Si chacun apporte quelque chose à l'édifice, on s'en sortira ensemble. Mais Pascal. Cher veut compléter. Moi, je dirais que j'ajouterais que si un bailleur constate après 1 mois, 2 mois que son locataire fait faillite, il est perdant sur toute la ligne aussi. Ça veut dire qu'il n'encaisse plus de loyer, puis en plus, le locataire en pâtit par le fait qu'il sera mis en poursuite ou en faillite. Donc tout le monde a intérêt à jouer le jeu. Et nous encouragerons, mais de manière, je dirais, acharnée, nos membres à jouer le jeu parce que l'enjeu est capital pour tout le monde, pour chaque acteur. Je mettrais peut-être pour compléter un élément dans le cadre de la task force au niveau national, dans les 4 discussions qu'il y a eu, les 4 conf calls, il est très très vite ressorti de la part des milieux des propriétaires qu'ils étaient prêts à faire un effort justement parce qu'il y avait effectivement le risque de faillite qui était relativement important. Donc dans ce contexte-là, la mesure fribourgeoise s'est aussi imprégnée évidemment des discussions qu'il y a eu dans la task force et on a très vite senti que s'il pouvait y avoir une aide de l'État, je pense qu'il y avait aussi, par rapport peut-être à la prise de position initiale de l'ASLOCA qui disait les loyers ne sont pas dus, la possibilité d'avoir une discussion et de trouver une solution constructive. Un complément encore, si je peux me permettre, c'est que le Conseil fédéral a pris une mesure très très importante pour permettre aux gens de discuter. C'était l'ordonnance qui disait que lorsqu'un locataire ne payait pas son loyer, le bailleur ne pouvait pas lui dire « il faut payer dans les 30 jours ou je résilie votre bail », mais il a porté ce délai à 90 jours. Et puis dès le moment où le Conseil fédéral dit « si vous mettez en demeure le locataire de payer ces 90 jours », ça permet d'avoir 3 mois pour réfléchir. Et c'est là justement que c'est très très important que le Conseil d'État du canton de Fribourg intervienne maintenant, parce qu'on est justement dans ces 90 jours depuis la fin mars pour trouver des solutions et proposer avec ça sur la table, sans avoir ni de faillite, ni de résiliation de bail pour non-paiement. Parce que cette procédure-là peut aussi venir, et puis c'est aussi ce qu'on voulait éviter, nous, pour les locataires. Donc c'était très important d'aller vite pour cette mesure, et c'est pour ça qu'elle a lieu maintenant. Eine Frage von Radio Freiburg. Einige Mieter haben ja schon mit Vermieter Lösungen gefunden. Zum Beispiel haben die Vermieter den Mieter die Kosten für März erlassen. Sind das nun nicht die Bestraften, weil sie quasi schon zuvor auf den
Marktteilnahmen verzichtet haben. Entschuldigung. Auf Deutsch. Je n'ai pas tout compris, mais effectivement, ce qu'on a dit, c'est que les personnes qui auraient déjà fait un effort financier, les propriétaires qui auraient déjà fait un effort financier dans le cadre de la crise, ça peut aussi être sur le mois de mars, parce qu'on a des propriétaires qui ont réagi extrêmement vite, donc ils sont éligibles pour la mesure. Und encore une question pour Radio Freiburg. Lange sagte der Kanton, wolle nicht in das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter eingreifen. Wieso tut das nun doch? Wurde der Druck zu groß oder dauerte die Krise zu lange? Also schlussendlich bieten wir einfach Hand für eine Lösung. Kann man das als Eingreifen bezichtigen? Ja, vielleicht schon. Für uns ist es einfach wichtig, und ich habe es auch gesagt, wir müssen hier abgestimmte Lösungen finden und vor allem Lösungen, die übereinstimmend auch mit dem Bund getroffen werden. Es wurde mehrmals hier gesagt, man hatte sehr viele Diskussionen, die immer noch im Gange sind, der Pierre Moreau hat es gesagt, auf nationaler Ebene, und da war immer die Hoffnung da, dass ein Kompromiss auf nationaler Ebene gefunden wird. Das ist immer unsere Piste, die wir eigentlich bevorzugen. Wir wollen nationale Lösungen, aber wir haben jetzt gesehen, dass es auf nationaler Ebene nicht vorwärts geht, wie das auch im Tourismusbereich war, und ich glaube, da liegt es dann in der Verantwortlichkeit des Kantons, subsidiär tätig zu werden, und wenn man das in diesem Ausmaße machen kann, also zusammen mit den Partnern, dann, wie gesagt, ist das eigentlich eine sehr gute Sache. Also wir waren relativ früh bereit mit unserem Vorschlag, aber wir wollten einfach auch noch abwarten, und ich glaube, das ist die richtige Strategie. Noch eine? Was müssen Mieter machen, bei welchen der Vermieter kein Formular den Kanton einreichen will? Je donne la parole à Pascal, mais évidemment, also wenn der Vermieter nicht einverstanden ist, dann kommt diese Lösung auch nicht zustande. Also wie gesagt, aber die Lösung ist ziemlich attraktiv, dass es sicher Sinn macht, dass der Mieter wirklich auch mit dem Vermieter die Diskussion sucht und ihm auch klar auflegen wird, dass es eben eine Lösung ist, von der alle profitieren werden können. Aber eben die Grundbedingung ist, um von dieser finanziellen Hilfe des Staates zu profitieren, dass eben auch der Vermieter auf eine Monatseinnahme verzichtet. Ja, das ist die Conditio sine qua non. Moi, je compléterais effectivement en disant que c'est une démarche empreinte de civisme, donc le locataire va faire la demande, c'est au propriétaire et c'est pas contraignant de décider s'il fait l'opération ou pas. Maintenant, ce n'est pas, encore une fois, le début du processus est vraiment entre le locataire et le propriétaire. Donc on respecte aussi les préceptes du droit privé pour répondre à la question précédente. Et sur cette base-là, l'État intervient. Maintenant, si le propriétaire ne le fait pas, par exemple parce qu'il a déjà consenti du style à 20% de rabais, la mesure ne prévoit pas effectivement qu'il y ait une aide de l'État dans ce contexte. Par rapport aux start-up, l'autre volet, finalement, le canton agit en garantissant des prêts. J'imagine qu'évidemment la mesure sera appréciée, mais est-ce qu'il n'y a pas là un danger dans le sens où ces start-up ou ces jeunes entreprises souvent se lancent, sont donc peut-être possiblement endettées, elles ont emprunté de l'argent pour le faire, et là finalement on prolonge peut-être, on risque à terme peut-être de les mettre encore on pourrait les mettre sous l'eau dans le sens où elles s'endetteraient peut-être beaucoup pour maintenir leur activité alors que celle-ci actuellement évidemment est réduite. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être agir plus directement pour parler plus simplement? Alors, peut-être première réaction par rapport à cette question. Actuellement, les startups souffrent aussi du fait qu'il n'y a aucun investissement qui s'effectue. Donc le marché de la private equity et des investissements directs dans les startups est complètement à sec. Donc quelque part, avec ces prêts garantis, on permet de soutenir les startups qui sont actuellement en train d'amener leurs produits sur le marché. Et quelque part, on répare aussi
enfin une faille dans le système des aides qui ont été mises en place par rapport aux précautionnés d'entreprises qui se basent sur le chiffre d'affaires. Une start-up ne peut pas avoir de chiffre d'affaires, ou s'il en a un, il est très petit. Donc supposons on prend le cas de figure d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires ou qui avait un chiffre d'affaires l'année dernière de 50 000 francs. Par rapport à ces précautionnés de la Confédération, elle n'aurait droit qu'à 5 000 francs. Mais elle a planifié un revenu de l'ordre de 500 000 pour cette année, ce qui est une belle progression. Elle n'a droit à rien, tandis qu'avec la solution qu'on a mise en place, cela permet à cette entreprise d'avoir 10% de ce revenu projeté, donc 50 000 francs. Et de nouveau, c'est dans l'objectif d'assurer la survie de cette entreprise pour une certaine période. Les startups sont par définition toujours en phase d'amener un produit sur le marché, et quelque part le fait de leur donner cette bouffée d'oxygène leur permet de vivre plus longtemps, et puis le fait de pouvoir vivre plus longtemps permet aussi à ces entreprises d'amener leurs produits ou leur innovation sur le marché. Mais vous ne craignez pas un effet de surendettement ? Alors c'est toujours un risque qui existe par rapport à cette entreprise. Le point que ça résout certainement, c'est la problématique des liquidités. Ben voilà, le problème de surendettement, il existe aussi dans les autres entreprises. Quoi. Oui. Et puis là, clairement, et puis je pense que ça démontre encore une fois, on est intervenu parce qu'on a vu qu'il y a une faille dans le système. Donc le système de la Confédération qu'on peut que saluer, ben voilà, il s'est reposé sur le chiffre d'affaires réalisé. Quoi. Voilà, il fallait le définir une fois. Et puis nous, on a vu, ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, ont un chiffre d'affaires relativement limité, raison pour laquelle on a trouvé là une faille spécifique. Donc on a repris la même logique, le même système, mais juste dire que voilà, ça ne serait pas le chiffre d'affaires 2019, mais c'est le chiffre d'affaires projeté en 2020, ce qui laisse certaines opportunités, mais les problèmes restent les mêmes. Donc toutes les questions que vous avez déjà posées par rapport à ces préconditionnés par la Confédération, ben voilà, vous les répétez ici en fait, dans la mesure en fait, qu'on met en place. Et la problématique du surendettement par rapport aux précautionnés par la Confédération sont les mêmes finalement. Je veux dire, là on répercute, comme le conseil vient de le dire, exactement la même logique que l'outil ou l'instrument fédéral. Je tiens aussi à soulever que pendant cette période de crise, donc FreeUp a fait un travail de soutien des entreprises qu'ils ont suivies ces dernières années. Donc chaque année, c'est environ une quarantaine d'entreprises de type start-up qui sont suivies par FreeUp. Donc ces entreprises-là ont aussi été contactées, celles qui ont été soutenues ces dernières années, pour leur donner des conseils, parce qu'on est dans une phase relativement critique et sensible de l'existence d'une entreprise. Donc quelque part, le fait qu'ils aient ce filet de sécurité et ce soutien aussi en termes de conseils à disposition est important. Mais l'autre chose qui était également important pour nous dans l'établissement de ce train de mesure, c'était pas seulement de faire quelque chose d'exclusif pour des startups, mais également d'avoir des mesures pour l'ensemble de l'économie fribourgeoise, donc des entreprises qui sont moins jeunes. Là, la première mesure qu'on a mentionnée s'adresse aux jeunes pousses, aux startups. L'autre mesure, donc du coaching et conseils mis en place, enfin offert par Platine, permet de s'adresser à des entreprises qui sont plus matures. Et comme je l'ai mentionné auparavant, ça leur permet de réfléchir. C'est le moment maintenant de réfléchir. Est-ce que mon modèle d'affaires tient encore la route dans un univers qui a changé? Est-ce que je peux faire quelque chose pour optimiser les processus? Est-ce que je dois modifier les structures? Et quelque part aussi d'une façon extrêmement ponctuelle, avec 2 fois 2 heures, ça permet de donner à ces entreprises aussi quelqu'un à qui parler, les écouter et puis leur dire, écoutez, moi j'ai déjà entendu 4 ou 5 cas similaires à celui que vous venez de décrire, et voici une piste de solution ou une piste que vous pouvez suivre pour trouver une solution à ce problème. Oui. Plus généralement, donc là on voit l'utilisation des 50 millions, on arrive à 31, si j'ai bien calculé, il en reste encore 19 dans ce qui était annoncé par le Conseil d'État. Quelles sont les pistes pour les prochaines mesures? Est-ce qu'on va aider ces patrons de PME qui réclament une égalité, par exemple, avec leurs employés? Est-ce qu'on peut, nous, peut-être à titre plus égoïste ici, avoir une aide à la presse? Enfin, quelles sont les pistes creusées par le Conseil d'État? Les 2 cas que vous avez cités sont aussi à l'étude parmi d'autres mesures. Donc.
à l'étude. À l'étude, oui, tout à fait. Il faut quand même, je me permets de dire là, on produit des ordonnances à un rythme infernal en quelques jours. Une ordonnance au niveau cantonal, la règle générale, ça prend 3-4 mois. Donc on en a fait 2 pour cette semaine-là, on en a fait une pour la semaine passée. Donc c'est un rythme, comment on dit, infernal. Et puis on essaie d'agir là où c'est vraiment urgent. Là, on voit qu'il y a vraiment un très gros risque de perte de l'emploi, très gros risque en fait de faillite. Et puis je pense là on a déjà fait le nécessaire, mais on continue donc à presque 7 jours sur 7 à examiner, à faire d'autres mesures. Et est-ce que le Conseil d'État a déjà entamé des discussions sur la pertinence d'augmenter cette enveloppe de 50 millions de francs ? En tout cas, le Conseil d'État s'est toujours montré ouvert. Jusqu'à présent, la question ne se pose pas parce qu'on est, comme vous l'avez dit, à juste titre, qu'on est qu'à 31 millions. La question ne se pose pas encore. Mais voilà, c'est un chiffre qui était articulé tout au début de 50 millions, mais il vaut ce qu'il vaut, quoi. Voilà, c'est les mesures qui comptent et puis pas le montant en fait, qu'on a projeté. Donc, on veut des mesures qui sont efficaces, qui aident, comme j'ai dit, à beaucoup d'entreprises. Et puis après, finalement, on mettra le montant nécessaire. Donc, voilà. Pardon. Oui, excuse-moi. Oui. C'est combien le montant nécessaire? Mais ce que je dis un peu, voilà, on est encore... C'est pas assez, 50 millions, pour être clair, là, vu la catastrophe qui est en train de se passer. Il faudra mettre plus, le canton devra mettre plus que 50 millions. Alors, si vous pouvez me chiffrer le dégât, je serais extrêmement reconnaissant et puis preneur en fait de cette analyse. En fait, nous on fait des analyses tous les jours. On n'a pas encore chiffré les dégâts. Encore une fois, on fait des aides d'urgence pour, je ne répète pas, pour agir là où on le trouve nécessaire. Et puis c'est une fois la crise est en train de se terminer ou va vers la fin, on pourrait seulement chiffrer les réels dégâts, cette crise, quitte à mettre d'autres montants. Encore une fois, après, on distingue aussi entre cette aide d'urgence et puis éventuellement, je dis éventuellement, une aide de relance, mais toutes ces discussions, on les aura encore. Peut-être aussi une remarque au niveau de ce que l'on a vu au niveau des précautionnés. Environ 90% des précautionnés ont été demandés pendant les premiers jours de la mesure. Donc on est arrivé, si ma mémoire est bonne, à début avril à environ un montant de l'ordre de 14 milliards de francs qui avait été utilisé. C'est à ce moment-là que le Conseil fédéral allait bloquer une nouvelle enveloppe et cette nouvelle enveloppe a été relativement peu utilisée. Donc il y a aussi une certaine prudence des entreprises par rapport à cette possibilité d'utiliser des prêts cautionnés. Après, je pense que toutes les mesures auxquelles on est en train de réfléchir, elles s'articulent toujours dans ce jeu confédération-canton. Qu'est-ce qui fait du sens à faire localement? Par exemple, cette petite mesure de coaching fait par Platine ou de soutien aux startups, il est relativement petit, mais il est très ciblé et il a un effet immédiat. Donc je pense que là, c'est toujours la question de l'utilité du moyen que l'on utilise. Et puis, comme le conseiller l'a mentionné, il y a aussi toute une série d'autres mesures auxquelles on continue de réfléchir. Donc ça n'exclut pas qu'on revienne vers vous avec d'autres pistes, d'autres solutions, mais c'est aussi en attente de ce qui se fait par rapport à d'autres, par rapport à la Confédération. Puis peut-être dernière remarque, n'oublions pas, on verse chaque jour plus d'1 million de francs à titre de RHT. Et puis là, je ne parle pas encore des APG. Donc voilà, c'est des montants qui sont versés tous les jours. Après, je ne fais pas référence aux autres aides donc qui sont remboursables. Mais là, c'est des aides directes en fonds perdus. Oui, le RTS Radio, mis à part les acteurs économiques, est-ce que l'État réfléchit également à des mesures pour le contribuable lambda qui ne perçoit pas l'entier de son salaire et qui doit payer en plein son loyer ou son hypothèque? Alors pour être honnête, non, on n'a pas encore réfléchi à ça, encore une fois. Donc il y a une très très longue liste, mais ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Inutile de dire qu'on a chaque jour plusieurs demandes très spécifiques qui nous sont transmises avec beaucoup de créativité aussi. Donc voilà, moi je prends note de ça, mais voilà. Est-ce qu'il y a à ce stade déjà une amorce réflexion pour l'après, c'est-à-dire sur un plan de relance une fois que la crise sera plus ou moins terminée, de façon à ce que ces entreprises qu'on a pu sauver ou tenir à bout de bras, qu'elles puissent être pérennes?
Je donne la parole au directeur de la Proméfer. Donc on débute un peu les réflexions, donc on était un peu dans le feu de l'action, donc on voulait surtout, encore une fois, prévenir ou surtout en fait garder des emplois. Donc non, on n'en a pas encore réfléchi. Là, on a une certaine expérience par rapport à la dernière crise, qu'on a quand même investi un montant, donc on a ressorti un peu ces documents. Mais encore une fois, aussi longtemps que les dégâts ne sont pas connus, c'est relativement compliqué. Il faudrait, comme d'habitude, montrer beaucoup d'agilité. C'est la grosse question qu'on se pose. Est-ce qu'on aura un redémarrage rapide, conséquent, complet ou pas? Ou est-ce que le redémarrage va prendre beaucoup plus de temps? C'est des choses qu'on observe tous les jours. Et puis en tout cas, on est prêt politiquement à intervenir s'il faut. Et l'idée et puis l'espoir étant évidemment qu'on puisse redémarrer rapidement et puis que finalement les dégâts ne soient pas trop conséquents. Mais pour le moment donné, encore une fois, on le sait malheureusement pas. Je ne sais pas si le directeur de la Proméfer. Je pense qu'il y a différents éléments à souligner. Donc, d'une part, il y a une approche sectorielle dont il faut parler. On voit qu'il y a des secteurs qui ont été beaucoup plus impactés. On l'a vu au niveau de l'aide d'urgence qui a été allouée au tourisme, par exemple, ou à l'événementiel. Ce sont des secteurs qui ont beaucoup plus souffert que d'autres. Donc là, on voit qu'il y a des secteurs spécifiques qui sont plus impactés que d'autres. Je pense que c'est difficile ou c'est prématuré de se prononcer clairement par rapport à un plan de relance quand on ne sait pas encore comment le sortir de la crise va se faire auprès de nos voisins. On va être beaucoup dépendant des marchés avec lesquels on travaille, que ce soit au niveau de l'import de matières premières, que ce soit au niveau de l'export de produits finis. Donc quelque part, il y a cette dimension de dépendance par rapport à l'étranger qui va jouer un rôle. Et l'autre élément, autre réflexion qui est actuellement en cours chez nous, on a, sous l'égide de mon service, développé une nouvelle stratégie pour la promotion économique du canton. Cette stratégie n'est pas encore communiquée, mais elle se base sur les forces du canton et quelque part un plan de relance sera selon toute probabilité aussi en lien avec le travail de développement stratégique que l'on a fait, dans le sens où on va développer là où ça fait du sens pour renforcer des avantages compétitifs au niveau du canton. Mais ça veut dire que vous travaillez sur un plan de relance alors? Ça veut dire qu'on a déjà fait une stratégie. Il y a déjà une stratégie au niveau du développement économique du canton qui a été faite. Maintenant, on n'est pas le moment pour la présenter ou la lancer, mais une fois que le moment sera mûr, on le fera. Et quelque part, un plan de relance, il devrait aussi avoir une adéquation par rapport à cette stratégie. Alors pour préciser, la stratégie, ce n'est pas un plan de relance. On a commencé à discuter cette stratégie il y a maintenant plusieurs mois déjà, donc c'est quelque chose qui se poursuit. Ce n'était juste pas le moment de le présenter. Puis pour vraiment répondre de manière précise à votre question, donc non, on n'a pas en gros discuté un plan de relance, mais évidemment on a beaucoup de discussions au Conseil d'État. Je pense que l'État aura aussi son rôle à jouer dans cette relance, même indirectement, en faire avançant par exemple pour citer quelques projets de construction, donc de faire un peu plus vite ce qui était prévu, peut-être aussi voir au niveau de l'administration qu'on puisse encore une fois faire quelques allègements, qu'on puisse redémarrer beaucoup avec quelques chantiers. J'avais dit l'autre jour, dans la seule direction de l'économie de l'emploi, on a des investissements pour plusieurs dizaines de millions, soit sur le site de Blue Factory, soit sur le site aussi en fait de Saint-Aubin. Et puis c'est quasiment depuis le début de la crise, on dit au sein de la direction, il faut quand même continuer avec ces projets-là, quitte à un moment donné, les gens pourront aussi travailler à 100%, qu'on sera aussi prêt avec ces projets-là. Puis je sais, puis on en a discuté au Conseil d'État l'autre jour, ça se fait aussi dans les autres directions. Donc en tant que l'État, on aurait là indirectement aussi à jouer un rôle assez important, parce que voilà, on investit beaucoup chaque année. Avancer des investissements prévus. Avancer, en tout cas, surtout pas les retarder, dans la mesure possible les avancer, de les faciliter, vous utilisez les termes que vous voulez, mais ça sera important. Donc, et puis là, l'État, il aura un rôle à jouer, et puis il le jouera. Donc le Conseil d'État est conscient de ça, et puis dans toutes les directions, on fait de sorte à ce que ça puisse démarrer rapidement. Peut-être juste par rapport aux indépendants, donc cette aide avec les baux commerciaux, vous disiez ce ne sera pas forcément la seule aide. Quelles sont les pistes que vous explorez actuellement par rapport à un soutien aux indépendants ?
Alors on a dit, on trouve c'est un soutien performant aux indépendants, donc c'est eux qui vont surtout en profiter. Après vous avez aussi lu dans la presse, et puis ce qui est mis avant aussi par les associations fêtières économiques, c'est notamment une aide spécifique aux dirigeants qui est aussi sur l'agenda, et puis encore d'autres aides par rapport aux indépendants. Je ne veux pas aller dans le détail, cette fameuse seuil de 90 000 francs, donc en dessus. En fait, par rapport à ce qui a décidé le Conseil fédéral la semaine passée, donc en fait, il a dit qu'il allait élargir l'aide au niveau des APG aussi aux indépendants indirectement concernés, mais pour autant, évidemment, qu'eux déclarent un salaire entre 10 000 et 90 000 francs. Après, ben là, il fallait quelque part tirer un trait, donc c'était en dessus de 90 000 francs, une personne ne toucherait rien. Si elle gagne légèrement moins que 90 000 francs, elle toucherait beaucoup. Donc ça, c'est une piste qu'on doit examiner, qu'on examine. Mais encore une fois, la stratégie qu'on a au niveau cantonal, c'est qu'on fait aussi du lobby politique au niveau fédéral, raison pour laquelle on consacre aussi pas mal d'énergie à ça, quitte à cette nouvelle rencontre que le comité de la conférence des directeurs de l'économie politique aura avec M. Paramelin. C'est dans ces réunions-là, on aborde tous ces problèmes-là, puis on essaie de mettre aussi un peu sous pression la Confédération, ce qui a abouti donc à cette dernière mesure de la Confédération. Et puis on a prouvé que voilà, si la Confédération n'agit pas, on a la capacité au niveau cantonal aussi d'agir. On le fait aujourd'hui avec les baux commerciaux, on l'a fait pour le tourisme. Donc tout ça, c'est vraiment work in progress. C'est tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Puis on se bat donc sur les deux volets, influence politique, lobby politique, quitte à poursuivre d'autres réflexions par rapport au soutien nécessaire à notre économie. Il y a plus. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ça ne semble pas être le cas. Donc, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup pour votre présence physique qui nous fait quand même du bien, il faut le dire. Et puis aussi à remercier pour vos questions qui étaient vraiment précieuses, qui étaient intéressantes et intelligentes. Merci infiniment à tout le monde. Et puis, on reste à disposition pour des entretiens, pour des interviews. Merci beaucoup.